Je ne l'avais pas fait. Il est 16h35. Eh bien, c'est parti. Voilà, très rapidement, je vous remercie à tous d'être présents. On va commencer la 3e édition du baromètre sur la générosité des Français. Je m'appelle très rapidement, je suis Olivier, je suis le 2e Olivier de la salle. Moi, je travaille au marketing, j'ai juste la casquette technique. Donc, je serai là pour m'occuper des soucis techniques en espérant qu'il n'y en ait pas et surtout récolter les questions, les réponses avec Apolline. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons un chatter en bas à droite de votre écran. On va récolter toutes les questions jusqu'à la fin et je vais laisser la parole à Olivier Bois-Laurent. C'est à toi. Merci Olivier. Donc, je suis le 2e Olivier. J'ai une autre casquette également. Et je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous et cette étude sur la générosité des Français. Je le rappelle parce qu'elle est née comme ça et c'est une étude exclusivement partagée avec vous, nos clients et nos équipes. Pardon. Cette étude, elle est née d'un besoin d'accompagnement plus fin pour vous, pour nos équipes qui sont au quotidien avec vous et c'est un outil que l'on partage ensemble. Dans cette troisième vague, on a intégré une nouvelle question qui, vous le verrez, va, nous l'espérons, vous aider à prendre des décisions encore plus fines et encore plus scientifiques, parce qu'on a des chiffres plus exacts. Alors, le cadre général, on le rappelle, puisque cette troisième vague, elle est encore plus sensible. Je veux bien le... Voilà, super. Donc ça, c'est la première vue d'ensemble où on retrouve nos 2 premiers baromètres qui sont intervenus au beau milieu des discours d'Emmanuel Macron. Et la troisième vague, elle intervient juste avant la fin du confinement et donc est en pleine vague encore d'incertitude, une vague encore d'urgence avec beaucoup de questionnements. Et donc, il faut toujours avoir à l'esprit que ces résultats viennent de ce moment-là, ont été pris à ce moment-là. Voilà, je vous rappelle à nouveau que ce baromètre mobilise notre centre de recherche sur la connaissance des publics, qui est composé de beaucoup d'experts, des experts en data science, en planning strat et également en études. Et on a la chance d'avoir des experts en études avec nous, une équipe qui est dirigée par Céline qui va prendre la parole tout à l'heure avec Julien, que vous connaissez déjà, pour ceux qui ont participé aux 2 premières éditions, qui fait aussi partie de cette équipe. Et donc, je laisse la parole, il me semble, à toi, Céline. Moi, oui, effectivement. Donc, on va vous présenter la 3e vague de notre baromètre. Donc, juste pour vous rappeler, toujours, on interroge en ligne un échantillon de 1000 Français représentatifs de la population française. Et donc, cette 3e vague, comme l'a dit Olivier, intervient juste une semaine avant le déconfinement, à savoir, on a interrogé les Français du jeudi 30 avril au lundi 4 mars. Donc, assez rapidement, juste pour vous présenter l'échantillon, donc je disais, il est représentatif de la population française et comme sur les 2 premières vagues, en fait, ce qui est important pour nous, c'est d'être très fin dans la représentativité sur les tranches d'âge, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui est important pour vous, association, parce que ça peut avoir un impact sur les donateurs. Donc voilà, on est fin, on suit 6 critères d'âge. Donc on va être représentatif des 50-64 ans, des 65-74 ans et des 75 ans ou plus. Et après, des critères très classiques. Et c'est pareil sur les caractéristiques du foyer. C'est des variables qu'on suit, mais tout ça est très normal. Alors pour commencer, on va vous présenter un nouveau volet de ce baromètre. On s'est intéressé là à comprendre plus particulièrement les comportements en matière de dons depuis le début de l'année 2020.
Ce qu'on voit depuis le début de l'année 2020, c'est que 27% des Français ont effectué un don d'argent. Et si on décompose ces 27%, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a 14% qui ont effectué leur dernier don avant le début du confinement et 13% après le début du confinement. Donc finalement, une proportion assez similaire avant le 17 mars, alors même qu'il y avait 2 mois et demi qui se sont écoulés entre le début de l'année et le début du confinement, et 13% sur le mois et demi, en tout cas depuis le début du confinement, et entre le moment où a démarré le confinement et le moment où nous, on a réalisé notre enquête. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a une accélération, en tout cas de la générosité des Français depuis le début du confinement. Si on regarde maintenant les causes qui ont été soutenues en 2020, on a le classement que vous aviez l'habitude de voir sur les premières vagues, hein, avec la lutte contre la pauvreté et l'exclusion qui est la cause la plus soutenue par les Français depuis le début de l'année, la recherche médicale et la lutte contre les maladies qui arrivent en 2e position, la protection des animaux en 3e et la protection de l'enfance en 4e position. Mais si on regarde plus particulièrement les causes qui ont été soutenues par les Français après le début du confinement, donc la partie jaune des histogrammes, ce qu'on voit cette fois, c'est que la recherche médicale et la lutte contre les maladies arrivent en tête avec 16% de dons depuis le début du confinement, et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion qui arrive en 2e position. La protection des animaux en 3e position. Et là, c'est pareil, l'autre changement, c'est que l'aide d'urgence aux populations victimes de conflits, de catastrophes naturelles ou d'épidémies arrive en 4e position, enfin en 3e position ex aequo. Donc, il y a un réel changement de l'ordre depuis le début du confinement. Alors, encore une nouvelle question. On s'est intéressé sur cette 3e vague aux communications qui pouvaient déclencher, qui pouvaient inciter les donateurs à faire un don. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que le courrier adressé, envoyé par des associations dont on est donateur, était l'élément le plus déclencheur, en tout cas, puisqu'il avait incité 18% des donateurs à faire un don depuis le début de l'année. Et l'email, pareil, envoyé de la part d'associations dont on est donateur, arrive en 2e position, juste derrière, avec 17% des dons qui ont été incités par cet email. Les événements ou émissions de télé dédiés à une cause en 3e position. Moi, ça m'a surprise, mais donc de façon assez surprenante, la page ou le compte des associations sur les réseaux sociaux en 4e position. Et finalement, on observe que les publicités dans les médias traditionnels arrivent en 5e position, avec 9% des dons qui ont été incités par les publicités dans ces médias. Et finalement, une part assez semblable déclenchée par les courriers adressés de la part d'associations dont on n'est pas donateur. Et si on regarde maintenant les éléments de communication de fidélisation seulement, on voit que 33% des donateurs ont été incités à donner suite à une communication de fidélisation, donc en regardant les courriers, les emails et les SMS qui ont été envoyés de la part d'associations dont on est donateur. Alors, on a regardé aussi comment ces dons étaient effectués depuis le début de l'année 2020. Là, assez traditionnellement, c'est le courrier qui arrive en tête, avec 45% des donateurs qui ont réalisé leurs dons par courrier en 2020, 29% en envoyant un chèque à l'association et 16% en envoyant une autorisation de virement à l'association. Et le site internet de l'association, lui, génère quand même 38% des dons depuis le début de l'année 2020. Donc, juste pour vous expliquer, là, le autre à 17% qui est un peu élevé, en réalité, c'est tous les prélèvements automatiques et puis les SMS, enfin les micro-dons qui vont être faits par SMS. Si on fait un focus maintenant sur ces dons depuis le début du confinement, là, assez naturellement, c'est le site internet de l'association qui arrive en tête, avec 47% des donateurs qui ont effectué leur dernier don depuis le début du confinement via le site internet de l'association.
Et alors, si on creuse un peu justement sur ces donateurs qui ont fait leurs dons sur le site internet de l'association depuis le début du confinement, en fait, on s'aperçoit que pour 22% d'entre eux, il s'agissait de leur premier don en ligne. C'est quand même énorme, entre un donateur sur 4 ou un donateur sur 5. Et 89% envisagent de faire de nouveaux dons en ligne à l'avenir. C'est pareil. Voilà, moi je trouve que tout ça c'est encourageant et c'est vrai qu'après il n'y avait pas de raison que les dons ne suivent pas les tendances observées dans d'autres secteurs, mais voilà, on a des chiffres maintenant pour le mesurer. On s'est intéressé après plus particulièrement aux communications qui ont été reçues depuis le début du confinement. Donc, on s'aperçoit que 38% des Français ont reçu une communication qui leur a été adressée de la part d'associations, de fondations depuis le début du confinement. 26% ont reçu un email, 12% un courrier adressé et 7% un SMS. Et quand on regarde dans le détail, la très grande majorité des communications envoyées étaient en lien avec la crise actuelle, puisque 22% des Français ont reçu un email en lien avec la crise sanitaire actuelle, quand seulement 4% n'étaient pas en lien. Voilà, c'est un petit peu moins vrai. La proportion n'est pas la même pour les courriers, mais c'est normal. Il y a des courriers qui étaient déjà prévus avant. On est moins agile et moins réactif sur un courrier. Mais voilà. Et après, on a regardé le nombre de canaux par lesquels avaient été sollicités les Français. En moyenne, on a 1,2 canal de sollicitation depuis le début du confinement, avec 79% des personnes qui ont été sollicitées par un seul canal et 20% par 2 canaux différents. Et alors, on a essayé de comprendre l'impact du mix média sur les intentions de dons. Alors, si on regarde les personnes qui ont reçu uniquement un courrier, on observe que 10% ont déjà répondu à ce courrier et 24% ont l'intention de le faire. Alors que quand on regarde les personnes qui ont été sollicitées par courrier et par email ou par SMS, alors c'est principalement un mix courrier plus email qu'on observe. Cette fois, on observe 20% de réponses effectives et 20% d'intention de don. Donc en réalité, il y a une réelle optimisation de la réponse effective par le mix média courrier plus email. Et si on regarde maintenant les intentionnistes qui nous déclarent avoir l'intention de faire des dons, comment est-ce qu'ils vont les faire? Eh bien, naturellement, 43% ont prévu de faire ce don via le site de l'association directement et 32% par courrier. Alors, au moment où on a fait l'enquête, donc une semaine avant la fin du confinement, 14% avaient prévu d'envoyer un chèque à l'association d'ici la fin du confinement et 16% avaient prévu d'envoyer un chèque à l'association après la fin du confinement. Donc, normalement, en tout cas, s'ils disent vrai, vous devriez encore voir quelques chèques arriver dans les jours à venir. On va s'intéresser maintenant donc, à cette partie vraiment barométrique de notre étude. Donc, on va retrouver les questions que vous aviez l'habitude d'avoir sur les vagues précédentes. On va regarder les intentions de dons pour l'avenir. Alors, je pense que vous vous souvenez, mais on avait demandé aux donateurs si la crise sanitaire allait les inciter à modifier leurs habitudes de dons. Ce qu'on observait, c'est que sur la deuxième vague, 62% ne prévoyaient pas de modifier leurs habitudes de dons, 23% ne savaient pas encore, et 15% avaient prévu de modifier leurs habitudes de dons à l'avenir. Sur cette troisième vague, ce qu'on observe, c'est que ce 15% passe à 22%. Donc, on a 22% de nos donateurs qui déclarent être incités à modifier leur comportement de don. L'incertitude, elle reste assez stable, avec 25% des donateurs qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. Et à noter, 53% seulement de nos donateurs qui ne pensent pas modifier leurs habitudes en matière de dons. Alors, on va s'intéresser maintenant à ces 22% de donateurs qui pensent changer leurs habitudes de dons. Plus concrètement, 11% nous déclarent qu'ils vont faire des dons à de nouvelles associations caritatives. 9% vont modifier le montant de leurs dons et seulement 4% vont arrêter de faire des dons d'argent à l'avenir.
Donc ça, c'est une proportion qui est toujours stable par rapport aux deux premières vagues, hein, puisqu'on était à 3%. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Et si on regarde maintenant dans le détail, les personnes qui vont faire des dons à de nouvelles associations caritatives, en très grande majorité, ces nouvelles associations caritatives vont venir s'ajouter aux associations auxquelles ils donnent déjà. Et seulement 2% des donateurs vont faire des dons à de nouvelles associations en substitution aux associations auxquelles ils donnent déjà. Et on observe la même chose sur le montant des dons, puisque 8% des donateurs vont modifier le montant de leurs dons en les augmentant, et seulement 1% des donateurs envisagent de diminuer le montant de leurs dons. Donc finalement, que de bonnes nouvelles. Alors, on s'est intéressé là à regarder plus particulièrement quel était le profil de ces donateurs qui nous déclaraient avoir l'intention d'augmenter le montant de leurs dons ou de donner à de nouvelles associations caritatives. Ce qu'on voit, c'est que c'est des donateurs très réguliers, hein, c'est des donateurs pluriannuels qui ont déjà donné depuis le début du confinement, plutôt CSP+, aux revenus et qui habitent la région parisienne. Et alors, ce qu'on observe de ces donateurs qui vont modifier leurs habitudes de dons, c'est que ils veulent aussi plus s'engager dans leur association, encore plus que les donateurs au global. Parce que ça, c'est pareil, c'est une nouvelle question qu'on leur a posée sur cette vague-là. On a essayé de comprendre, au-delà de leur générosité, quelles étaient leurs attentes. Est-ce qu'ils avaient des attentes pour faire plus, en tout cas auprès de leur association? Et donc 39% des donateurs aimeraient être plus impliqués aujourd'hui dans la vie de leur association caritative. Donc, ça passe principalement par un besoin de recevoir plus d'informations sur les actions menées par les associations. Il y en a 9% également qui aimeraient donner leur avis sur les prochaines actions de l'association et 8% qui aimeraient participer plus activement à la vie de l'association. Et en réalité, tout ça est d'autant plus vrai auprès des donateurs qui sont incités à modifier leurs habitudes de dons, avec en plus, on peut le noter, une proportion encore plus importante de donateurs qui aimeraient être appelés par un membre de l'association pour avoir des nouvelles directement. Voilà. Et alors, si on regarde maintenant nos 5% de donateurs qui prévoient, en tout cas, enfin, qui nous disent prévoir d'arrêter de faire des dons d'argent ou de diminuer le montant de leurs dons, et bien pourquoi est-ce qu'ils nous disent ça? Sur cette vague, c'est l'incertitude quant à la crise sanitaire actuelle qui arrive en tête. C'est la première fois que ça arrive depuis le début de notre baromètre, hein, puisque cette raison-là était toujours en deuxième position. Mais voilà, elle est passée en première position devant les autres priorités ou les autres contraintes financières que les donateurs pourraient avoir. Alors, si on s'intéresse maintenant aux différentes causes qui vont être soutenues à l'avenir, là, assez rapidement, mais la hiérarchie des causes, elle n'a pas changé par rapport aux vagues précédentes. Les causes qui vont être soutenues d'ici la fin de l'année, la recherche médicale et la lutte contre les maladies arrivent toujours en tête, même si on a un peu moins d'intention que sur cette deuxième vague. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion arrive toujours en deuxième position, la protection des animaux en troisième position et la protection de l'enfance en quatrième position. Et donc, en comparaison avec l'année 2019, là encore une fois, comme sur les vagues précédentes, en réalité, ce qui change dans ce ranking, c'est la recherche médicale et la lutte contre les maladies qui va arriver en tête sur l'année 2020. Quand elle était en deuxième position sur l'année 2019, par rapport à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Voilà, donc finalement, il n'y a pas de modification par rapport à ce qu'on observait sur les deux premières vagues, en tout cas sur les causes soutenues. Un petit focus, enfin pour finir, sur les non-donateurs. Quelles intentions à l'avenir? Alors, pour rappel, nos non-donateurs, on en avait 5% sur la première vague qui nous déclaraient qu'ils avaient l'intention de faire des dons à l'avenir et ce 5% était passé à 12% sur la deuxième vague.
Ce 12%, il a baissé un peu puisqu'on est à 8% de nos non-donateurs qui déclarent avoir l'intention de faire des dons à l'avenir. Alors, pourquoi est-ce qu'il baisse? Il y a deux principales causes qui vont expliquer cette baisse. Tout d'abord, on a observé que, en fait, il y en a déjà qui sont passés à l'acte depuis le début du confinement et donc entre ces 3 semaines de terrain. On a 2% des non-donateurs qui ont déjà effectué un don depuis le début du confinement. Et en fait, ce qui explique aussi cette baisse, c'est ce que disait Olivier en introduction. Au moment où on a fait le terrain d'enquête, on était dans une vraie période de flou. Il y avait une vraie incertitude. On ne savait pas encore si notre département allait être en zone rouge ou en zone verte. On ne savait pas si nos enfants allaient pouvoir aller à l'école. On ne savait pas si on allait pouvoir partir en vacances cet été. Enfin, on ne savait pas grand-chose. Donc, c'est vrai que du coup, ça se ressent sur les non-donateurs. On a une part de personnes qui ne savent pas s'ils vont faire des dons ou pas à l'avenir, qui augmente très fortement puisqu'on est à 41% des non-donateurs qui aujourd'hui ne savent pas s'ils vont faire des dons à l'avenir. Et en fait, ce qu'il faut noter, c'est que les non-donateurs qui aujourd'hui nous certifient qu'ils ne feront toujours pas de dons à l'avenir, cette proportion-là, elle continue de diminuer de vague en vague, puisqu'on était à 59% sur la première vague, 54% sur la deuxième, et là, on n'est plus qu'à finalement un non-donateur sur 2 qui aujourd'hui nous certifie qu'il ne fera pas de dons à l'avenir. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors là aussi, parce que c'est des questions que vous nous aviez posées sur la deuxième vague, on a essayé de regarder un peu qui sont ces non-donateurs qui sont incités à faire des dons à l'avenir. En fait, les tendances qu'on avait observées, dont vous avez parlé sur la deuxième vague, elles se confirment. En réalité, ce sont des non-donateurs au sens où c'est des donateurs qui n'ont pas donné depuis au moins 2 ou 3 ans, mais qui ont déjà donné précédemment, pour 2 tiers d'entre eux en tout cas. Principalement, ils habitent la région parisienne. Et si on regarde maintenant les causes qu'ils pensent soutenir à l'avenir, principalement, là aussi, on va retrouver la recherche médicale et la lutte contre les maladies et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les 2 causes qui sont principalement soutenues par ces non-donateurs. Voilà, donc en synthèse, quel impact de la crise sanitaire sur la générosité? Donc, pour reprendre ce qu'on s'est dit, concernant les donateurs, ce qu'on observe, c'est un engagement renforcé avec 22% de nos donateurs qui souhaitent modifier leurs habitudes de dons à l'avenir, 8% en augmentant le montant de leurs dons et 9% en soutenant de nouvelles associations qui viennent s'ajouter à celles déjà soutenues. Et finalement, une incertitude relativement maîtrisée, avec donc une crise qui n'incite finalement pas les donateurs à remettre en cause leur engagement et leur générosité. Et du côté des non-donateurs, on observe de nouveaux donateurs potentiels, avec 8% de nos non-donateurs qui déclarent être incités à faire des dons à l'avenir. Donc on l'a vu, on est en baisse par rapport à la vague précédente, mais finalement c'est aussi parce que 2% de ces non-donateurs ont d'ores et déjà effectué un don depuis le début du confinement. Et finalement, de nombreux Français qui restent à convaincre, avec 41% des non-donateurs qui sont encore dans l'incertitude, et finalement seulement 51% qui aujourd'hui excluent de faire des dons d'argent à l'avenir. Donc voilà, je le disais, une proportion qui ne cesse de diminuer depuis le début de cette crise. Voilà pour la partie études. Je vais maintenant passer la parole à Axel qui va vous présenter le point de vue d'Isoskel. Merci Céline. Oui, donc cette 3e vague, elle était vraiment intéressante parce qu'elle s'inscrit au bout de 2 mois de crise et vraiment à un moment où on était, comme disait Céline, dans une période un peu d'inquiétude, de flou quant aux décisions des conditions de déconfinement. Et donc, elle permet de faire un vrai point sur la situation et l'impact pour nos donateurs à ce moment-là. Et ce point, ce parti sera complété aussi parce qu'on a la chance d'avoir Malika
Tati, qui est donc la directrice de la communication et de la collecte financière du Secours populaire français, qui a eu la gentillesse de nous apporter son témoignage et qui, du coup, conclura ce webinaire par son témoignage. Voilà. Alors, les points clés qu'on a pu nous ressortir quand on a pu partager ces chiffres avec les équipes des études, c'est clairement que cet élan de générosité, de solidarité, il se poursuit. Et donc, c'est quand même rassurant, malgré ce contexte qui était un peu entre deux, ces chiffres-là se consolident et montrent voilà, que c'est un vrai mouvement de fond qui se fait. Le deuxième point, c'est que cette crise, elle a eu un impact sur nos habitudes et nos comportements, et on verra que du coup, aussi bien côté donateur que côté association, voilà, on voit des nouvelles choses s'inscrire. Et le dernier point, c'est que on en a déjà parlé lors de réunions avec vous, il y a une génération montante de donateurs qui, au-delà d'être des soutiens financiers, sont en recherche d'une autre relation avec les associations. Et donc, les questions que ce nouveau baromètre apportait, quelques éléments de réponse par rapport à ces attentes, et sont des vraies pistes pour pouvoir voilà, trouver un autre moyen aussi d'engager cette relation avec eux. Donc, sur le premier point de la générosité, on a, pour remettre dans le contexte, remis 2 chiffres clés, de chiffres de contexte sur l'impact économique qui sont sortis au moment de ce baromètre. Le premier, c'est l'annonce du recul du PIB en France, qui est le plus fort recul qui a été enregistré depuis la création des statistiques, l'enregistrement des statistiques en 1949. Donc c'est assez marquant. Et le deuxième point, c'est une étude plus globale qui a été faite au niveau international et qui a interrogé les différentes populations des pays dans le monde sur 2 items. Le premier qui est est-ce qu'au niveau national, ils s'attendaient à un impact sur l'économie de leur pays? Et la deuxième question était de savoir s'ils pensaient qu'il y avait une répercussion sur les finances de leur foyer. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Français sont très conscients effectivement d'un impact économique fort pour le pays, mais ils sont assez optimistes par rapport à d'autres pays sur les répercussions que cela va avoir sur leur foyer, puisqu'ils sont à hauteur de 35% à identifier cette répercussion, alors que par exemple en Allemagne ils sont à 43%, en Italie à 44%, au Japon on monte carrément à 51%. Donc on voit qu'en avril il y avait voilà, une perception qui était plutôt optimiste quand même de l'impact de la crise au niveau individuel. Du coup, en découle, et c'est assez cohérent, voilà, le maintien de ce flux de générosité. Et on le voit au travers de 3 chiffres clés qu'on a repris de l'étude. Le premier, qui est un chiffre fort, c'est qu'il y a 2 fois plus de Français qui sont prêts à donner que de Français qui sont prêts à arrêter leurs dons. C'est ces fameux 2 et 4% dont Céline parlait précédemment, et qui sont du coup un vrai point positif. Le deuxième point, c'est nos donateurs qui, à hauteur de 22%, modifient leurs habitudes. Et comme elle le disait, on est quand même en majorité dans des élans qui sont positifs, puisque à 8%, c'est pour augmenter le montant du don, et à 9%, c'est pour soutenir d'autres associations en plus de celles qu'elles soutiennent. Donc, à nouveau, des marqueurs forts et positifs. Le troisième point qui est intéressant, c'est que quand on va un petit peu plus loin dans les intentionnistes, on a un chiffre qui se confirme depuis 2 vagues, c'est qu'on a 1/3 de potentiels nouveaux donateurs parmi les intentionnistes et 2/3 d'anciens donateurs. Donc ça, c'est des éléments qui vont être aussi intéressants parce que ça va permettre d'ajuster du coup les stratégies de prospection et de réactivation. Et un autre élément aussi qu'on pourra intégrer, c'est tout simplement, on sait qu'on l'a vu, il y a une surpondération de la région parisienne, donc ce sera intéressant de bien isoler des clusters régionaux dans les prochaines campagnes pour s'assurer que voilà, savoir si ça se confirme. Je vais passer du coup la parole à Gaëlle qui va vous parler de l'impact de cette crise sur nos habitudes.
Merci Axel. Donc en effet, au-delà des élans de solidarité que l'on a vu s'exprimer ces dernières semaines, on sent que cette crise modifiait et va modifier les habitudes, tant au niveau des associations qu'au niveau des donateurs. Donc avec des changements de mode de communication et d'interaction. On observe que 76% des donateurs ont été incités à le faire via des communications push et 42% par une communication relationnelle. Donc, suite à vos sollicitations, les donateurs ont déclenché et ont fait un don. Et on l'a vu, l'association courrier-email a été plus efficace. On observe une nette accélération. Alors, c'est pas un scoop, vous l'avez noté, mais une nette accélération de l'usage du don en ligne, puisque 47% des donateurs ont effectué leur dernier don d'argent après le début du confinement via vos sites Internet. Et 43% ont l'intention d'effectuer leur prochain don, toujours via le site Internet de vos organisations. Donc, c'est une donnée importante à intégrer. Un changement des modes de communication, on l'a vu, hein, le mix courrier-email a généré plus de dons et plus d'intentions de donner. Cette digitalisation effectivement un peu forcée à laquelle on a tous été confrontés a permis en fait de garder le lien avec vos communautés et surtout on assiste à une montée en puissance des campagnes plutôt multicanales qui ont vu pour effet, encore une fois, des dons plus importants. Alors, on le sait quand on est aussi de votre côté, hein, du côté des associations, j'en viens, on sait que les donateurs s'attendent à un autre type de relation avec les associations. On ne sait pas encore exactement et toujours comment et quels sont exactement le niveau de ces attentes, mais c'est quelque chose qu'on perçoit et qui se vérifie au travers de cette crise que l'on traverse. 57% ont exprimé le souhait d'être plus impliqués dans la vie de vos associations, avec un besoin d'avoir plus d'informations et un besoin de partage. Alors, plus d'informations, parce que c'est vrai qu'en fait, on a traversé ces dernières semaines avec des communications qui étaient essentiellement liées à cette crise et à l'urgence qu'elle a eue dans toutes vos actions, mais qui a finalement aussi qui a vu un certain discours un peu lissé et très homogène autour de ces sujets. Et donc, dans les informations que les donateurs attendent, il y a là un moyen et matière à valoriser votre raison d'être, votre ADN, votre raison ou vos justifications d'agir à travers des contenus qui vont se recentrer sur l'utilité de l'action et des preuves de terrain. Et puis la notion de partage, très clairement là aussi, on comprend que les donateurs ont envie d'être eux-mêmes des acteurs. Ils ont envie d'avoir des informations et de partager autour de vos actions, autour des grands chantiers de vos organisations, voire des grandes orientations aussi qui peuvent être prises. Donc, pour résumer, et puis avant de laisser la parole à Malika, qui va certainement apporter des éclairages aussi très concrets à ce que l'on vient de voir, on a 3 points d'ancrage forts pour nos stratégies d'aujourd'hui et à venir. Une approche multicanale qui, face à des nouveaux comportements de donateurs, répond à des comportements de plus en plus digitalisés. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, on vient de le voir, c'est tout ce qui relève de la communication que vous avez avec vos communautés, qui doit voir réinjecter votre raison d'être, votre ADN, vos raisons d'agir, donc des contenus plus informatifs et permettant à vos communautés d'être plus participatives avec vous. Et puis une opportunité de revoir nos approches prospectives à l'avenir pour certainement s'ouvrir sur des nouveaux modèles. Donc voilà trois stratégies, 3 points en fait, 3 points d'ancrage identifiés. Pour terminer, mais je voudrais surtout laisser la parole maintenant à Malika, qui nous fait encore une fois le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, puisque le Secours populaire français, comme bien d'autres associations, a été au cœur de cette tempête. Voilà, ça n'est pas terminé, mais on est aujourd'hui en période de déconfinement. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que Malika puisse apporter son éclairage, savoir un petit peu comment eux ont réagi, comment ils ont mobilisé leur réseau, comment ils ont rendu très concret en fait la mission de proximité du Secours populaire français et sa mission d'attention aux autres. Et voilà, et comment toutes ces actions qui ont été menées se sont traduites par des soutiens financiers certainement assez exceptionnels. Merci Malika d'être à nos côtés. Je te laisse réagir et témoigner de cette expérience que j'imagine un peu folle dans ce qui a pu se passer et en interne et en externe. Alors effectivement, un peu folle et je pense que j'ai en témoin toute l'équipe de la collecte que j'ai vue là, qui est connectée avec nous aujourd'hui. Où il y a effectivement une mobilisation un peu hors norme, comme je pense avec ça a été le cas dans beaucoup d'autres associations. Alors peut-être juste très rapidement dire que le Secours populaire est d'abord une association. Ça c'est un peu jargonnant, vous allez m'excuser, mais on est d'abord une association de mise en mouvement du plus grand nombre, de plus de personnes possible pour développer la solidarité. C'est-à-dire que donc on est un réseau, un véritable réseau décentralisé. Et dans cette notion de décentralisation, c'est la vraie décentralisation. C'est-à-dire qu'on est une association d'associations présentes sur l'ensemble du territoire et aussi présente à travers des partenaires dans le monde, mais on va se concentrer particulièrement sur ce qui s'est passé dans notre pays. Aujourd'hui, donc, un réseau décentralisé, 98 fédérations départementales et plus de 650 comités locaux. Dès le début du confinement, le Secours populaire il s'est immédiatement mobilisé. Tout le siège national s'est totalement retrouvé confiné, et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Nous sommes encore confinés chacun chez soi, et on travaille beaucoup en visio, etc. Depuis le début, depuis le jour du confinement. Et dans le même temps, les bénévoles sur le terrain ont répondu immédiatement aux besoins des personnes. D'abord sans protection au début, très rapidement, c'est-à-dire ils ont continué à assurer une aide alimentaire, une aide aussi au niveau de l'hygiène pour les personnes en difficulté. Parce que pour les bénévoles, c'était pas imaginable un instant de fermer et de se dire les gens attendront, etc. Parce qu'on a évidemment aussi des familles en très grande précarité, mais on a aussi des gens sans papier, on a des gens qui vivent avec pas des revenus, on va dire, officiels, et donc tout ça faisait qu'on allait laisser une situation terrible. Du coup, c'est la combinaison d'à la fois de l'ensemble des 80 000 bénévoles, parce qu'on a quand même un réseau important, 80 000 bénévoles sur le terrain, et une équipe au niveau de l'association nationale qui s'est mobilisée. Et c'est cette conjonction qui a fait cette réussite aujourd'hui, à la fois de la solidarité et aussi de la collecte nécessaire pour développer cette solidarité. Alors peut-être aussi deux informations importantes, c'est que le Secours populaire, alors que c'est une organisation décentralisée, eh bien, a
depuis maintenant une quinzaine d'années, mutualiser au niveau national les messages qu'il envoie à ses donateurs. Alors pour différentes raisons, pour être beaucoup plus efficace, pour que les messages soient clairement identifiés, pour collecter plus, etc. Mais dans le même temps, c'est une organisation décentralisée. Et là, ça se renforce de plus en plus la nécessité de dire que c'est sur le terrain que doit se faire évidemment la solidarité, mais sur le terrain que doit se créer la relation avec les donateurs, avec les bénévoles, bien sûr. Mais le sujet d'aujourd'hui, ce sont les donateurs. Deuxième point important, c'est que nous sommes en train de travailler pour la mise en place d'un nouveau CRM, hein, c'est une nouvelle base que nous avons appelée Colibri. Et Colibri, c'est cette conception qui dit que chacun participe, chacun fait sa part. Et donc, c'est notre base de contact de l'ensemble des personnes qui font le Secours populaire français aujourd'hui. Alors, ces personnes sont les donateurs, bien sûr, mais c'est aussi les bénévoles, que nous appelons collecteurs d'ailleurs. Pas seulement bénévoles, ils sont plus que bénévoles, ce sont des collecteurs. Ils collectent la solidarité pour pouvoir la distribuer, etc., et la mettre en œuvre. Mais il y a aussi les entreprises. Voilà. Et il y a aussi toutes les personnes qui sont aidées et accompagnées tout au long de l'année. C'est ce qu'on appelle le réseau décentralisé du Secours populaire. Voilà. Donc, des mailings mutualisés au niveau national, et puis un nouveau CRM qui est actuellement en train d'être mis en place, hein, qu'on appelle Colibri. Et l'idée de ce CRM, c'est que nos fédérations, nos comités locaux soient en contact direct avec les donateurs, et pas la tête de réseau aujourd'hui qui est en lien avec une grande partie des donateurs. Donc là, il y avait un dysfonctionnement, c'est-à-dire notre décentralisation, elle n'était pas tout à fait complète. Et du coup, c'est pendant cette période de confinement que nous avons décidé, d'ailleurs au niveau de la collecte, hein, c'est pas au niveau de la direction de l'association, c'est vraiment l'équipe collecte, que je remercie là, pour le travail qui a été réalisé, hein, qui a décidé que c'était le moment d'être en lien avec nos donateurs, avec une démarche particulière. C'était de rentrer en contact avec eux pour prendre de leurs nouvelles. Vous connaissez la devise du Secours populaire, tout ce qui est humain est nôtre. Quelle meilleure application concrète de nos valeurs que de prendre du temps pour appeler et prendre des nouvelles des personnes qui nous soutiennent tout au long de l'année. Voilà, l'idée essentielle, c'était prendre des nouvelles de notre réseau. On savait dans le même temps que les associations étaient nombreuses à profiter de la période du confinement pour rentrer en contact avec leurs propres donateurs. Et pour la majorité d'entre elles, il s'agissait d'opérations de télémarketing qui visaient à décrocher un don ou à l'augmenter. Ce qui est tout à fait légitime, hein, bien sûr. Pour le Secours populaire, les donateurs de l'association, qui sont d'ailleurs en grande majorité multidonateurs, ont donc aussi été fortement sollicités pendant cette période. Et notre démarche, qui était beaucoup plus relationnelle, permettait ou devait nous permettre de nous distinguer fortement à ce niveau et de mettre en avant l'aspect humain du Secours populaire. Voilà. Alors d'abord, il a fallu se poser la question des moyens humains pour faire ça. Qui mieux d'ailleurs qu'un bénévole confiné pour appeler et prendre des nouvelles des donateurs confinés. Ça, c'était assez puissant, hein, c'est-à-dire qu'on a eu de nouveaux bénévoles qui sont arrivés, plutôt des jeunes, mais c'est vrai que dans la catégorie de bénévoles que nous avons aujourd'hui, on avait des personnes à risque et qui ont décidé de rester à domicile. D'ailleurs, nous avons d'ailleurs fait un spot à la télévision qui a été réalisé gracieusement par Publicis, où nous avons fait appel aux dons et au bénévolat en présentant une bénévole qui était âgée, qui risquait si elle s'exposait et qui était triste de ne pas pouvoir agir. Et c'était l'angle de ce message et de ce spot de télé. Voilà. Donc, qui mieux qu'un bénévole finalement, et on verra après sur le résultat, c'est que le bénévole ou la bénévole qui dit je suis comme vous, je suis confiné, voilà. Et donc du coup ça a beaucoup porté ses fruits. En plus des bénévoles, il y avait aussi des salariés de l'association nationale qui n'ont pas pu être en télétravail, parce qu'il y a aussi des personnes
dont les métiers sont plutôt des métiers qui nécessitent la présence au siège et qui ont accepté, avec des bénévoles de l'Association nationale, de passer ces coups de téléphone et prendre des nouvelles des donateurs. Voilà. Ben, le premier frein peut-être qu'on a commencé par identifier, mais ça a vite été dépassé, c'était la question de l'appel à partir des portables personnels à différents niveaux, hein, puisque là, les bénévoles étaient chez eux. Hein. C'est vrai que tout le monde ne dispose pas d'un téléphone portable ou d'un forfait illimité. C'était aussi une question qui s'est posée. Il y avait aussi un frein à utiliser son portable parce que c'était aussi pour ne pas laisser le numéro de la personne, hein, du bénévole, parce qu'il y a risque d'être identifié ensuite comme un contact direct du Secours populaire, etc. Donc voilà. On avait aussi même imaginé que l'option en appel en numéro masqué semblait même être un peu problématique parce que moi, par exemple, je réponds très rarement à une personne qui m'appelle sans que je puisse les identifier au premier abord. Voilà. Passer on va dire, les fourches codines du service juridique et de notre DPO, que là aussi, il fallait aussi expliquer qu'en amont, valider avec l'équipe les aspects du règlement du RGPD en matière de prise de contact, d'informations qu'on allait récupérer, des données personnelles des donateurs, de la sécurisation de nos fichiers, puisqu'il fallait qu'on envoie des fichiers aux bénévoles. Hein, il y a aussi tout ce travail, et puis une mise à jour de notre base. Ensuite, qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'on ne met pas dans le cadre de cette base. Voilà. Il faut dire que dès le départ, on a vu des fédérations qui ont vécu cette démarche comme une démarche exclusivement marketing. Parce qu'en fait, ça venait de nous, et comme nous sommes en charge de la partie marketing de la collecte, et donc du coup, certaines fédérations ont compris ça immédiatement. Donc après explication, on a essayé de sensibiliser sur le sujet et dire on prend des nouvelles, mais on ne parle pas des dons, sauf si la personne parle des dons. C'est juste on prend des nouvelles, c'était quand même tout l'enjeu. Ensuite, il s'est posé la question de savoir quel donateur contacter. Bien sûr que compte tenu du nombre de donateurs dans la base que nous avions, on ne pouvait pas les contacter. Et donc, on a commencé par réfléchir à 3 catégories. D'abord nos donateurs fidèles, nos testataires et des nouveaux donateurs. Voilà. Ensuite, il y a eu tout un travail sur quel déroulé, sur l'appel, quel argumentaire. Est-ce que c'était pour nous important de soigner cette mise en relation. D'abord, c'était pour certains la première fois, pour des donateurs. D'ailleurs, on a vu qu'ils étaient à la fois étonnés. Première fois qu'ils étaient appelés par le Secours populaire. Hein, voilà. Et c'était soigner cette relation, se présenter, expliquer la raison de l'appel et faire tomber finalement le frein de l'appel de sollicitation. C'est-à-dire pourquoi on m'appelle pour me solliciter, me demander quelque chose, et voilà. Donc on a travaillé sur on va dire un argumentaire ou un déroulé de conversation, des thèmes qu'on pouvait aborder, des informations importantes à communiquer, le temps éventuellement à consacrer à cette relation, à ce contact téléphonique, l'attitude à avoir aussi en fonction des questions qu'on aurait pu avoir ou des conseils à mettre en pratique, etc. Voilà. Et donc du coup, on a pu adapter un discours en fonction du type de donateur. Voilà. Et c'est pour ça que l'importance au départ est d'être d'accord sur le profil de donateur à contacter sur cette opération de mise en relation pour qu'on travaille de manière un peu précise le travail argumentaire. Voilà. Alors après, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu tout le travail d'extraction des fichiers qu'il a bien fallu faire aussi pour les fédérations. Et ensuite, c'était de se dire qu'est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on a besoin finalement pour un bénévole qui est confiné chez lui. Qu'est-ce qu'il a besoin d'informations pour pouvoir appeler le donateur. Voilà. Donc on a fait une sélection des éléments essentiels, le nom, le prénom, le numéro du donateur, son téléphone bien sûr, sa date et le montant de son dernier don, ça paraissait aussi important. Et puis quel type de donateur c'était, si c'était un nouveau, si c'était un donateur fidèle, etc. Voilà. Ce que je peux dire, après ça c'est assez technique,
je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors c'est comme c'est en cours, qu'on n'a pas encore tout à fait encore un bilan bien détaillé, mais bien sûr qu'on va faire un bilan. On peut dire sur les premiers retours aujourd'hui, c'est d'abord la surprise des donateurs. Ils sont étonnés, hein, ils sont surpris. L'émotion. Il y a des témoignages où on a des personnes qui sont vraiment été émues et très touchées d'avoir été contactées. Et puis de manière sincère, parce que c'est vraiment pour prendre des nouvelles, c'est vraiment ceux qui étaient visés. Donc très apprécié, avec des remerciements très chaleureux. On a identifié des demandes aussi, et notamment ce que vous confirmez dans votre étude, c'est-à-dire être associé, mais pas seulement être, entre guillemets, un carnet de chèques. Hein. C'est ce qu'on avait d'ailleurs, nous, depuis quelques années, appelé les dons-acteurs. C'est-à-dire que le donateur n'est pas seulement celui qui fait le chèque, hein, qui sort, qui vire un montant, etc. Voilà. Donc ça, c'est important, être associé. Et une attente d'engagement, en fait. Voilà. C'est ça qu'on a identifié. Et ensuite, il y a eu des demandes pratiques, concrètes. Hein. Il y a eu beaucoup de demandes de masques. Donc, on voit bien que tout le monde n'avait pas encore accès aux masques. Donc, c'était aussi une inquiétude identifiée. Et puis, des demandes d'aide pratique, de solidarité. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, hein, eh ben, ce sont des donateurs qui sont en difficulté, pas matérielle, mais on va dire de faiblesse peut-être, de solitude, ou voilà, de personnes seules, isolées, etc. Voilà. Ça, c'est les premiers retours qu'on a identifiés. On a vu aussi que c'était très valorisant pour ceux qui ont tenté l'expérience, au point que ceux qui y ont participé souhaitent continuer l'opération. Voilà. On prévoit à l'issue de cette opération un bilan détaillé, mais en fait, on a aujourd'hui besoin d'avoir ce bilan pour remobiliser et remotiver les fédérations, parce qu'elles étaient en même temps sur le terrain, et nous, on arrivait pour leur dire, prenez du temps et pensez à associer les bénévoles qui sont chez eux, qui ne peuvent pas être sur le terrain, pour prendre des nouvelles de vos donateurs. Voilà. Donc, ça veut dire que ce travail-là, il faut qu'on le continue, et comme tous les ans, en début d'année, on appelle ça c'est la période du mois du contact. C'est la période des vœux, c'est la période de la galette des rois, etc. On va aussi renforcer cette démarche. Voilà très rapidement ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette mobilisation. Je pense que toute l'équipe de la collecte a compris toute l'utilité, la nécessité de renforcer finalement cette action en direction de l'ensemble des collecteurs bénévoles du Secours populaire. Voilà. Merci. C'est un petit peu longue, je suis désolée, mais s'il y a des questions. Merci, merci Malika. C'est toujours passionnant d'avoir des éclairages du terrain. On sait que des associations ont mené des actions qui vont dans le même sens, à savoir se rapprocher de leur communauté. Donc voilà, mais c'est toujours très éclairant que d'avoir des retours d'expérience. Merci Malika. On peut imaginer qu'il y a des questions peut-être à poser donc, à Malika sur son expérience, ou plus globalement sur cette troisième vague de notre baromètre de la générosité des Français. Oui, alors bonjour, vous pouvez poser vos questions en bas, tout en bas, vous avez un petit onglet converser. Donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez l'écrire ici. Alors, peut-être en attendant d'éventuelles questions, vous rappelez les prochaines échéances, puisque nous avons la 4e vague qui va partir ce vendredi, n'est-ce pas Céline? Oui, c'est ça. Voilà, donc qui verra clôturer un premier cycle de notre baromètre, et nous prévoyons une restitution globale autour de mi-juin. Information aussi à porter à votre connaissance, importante. Il nous est apparu important de poursuivre ce travail au cours du 2e semestre, et de prévoir deux nouvelles séquences
pour voir un petit peu, et en fonction aussi de la situation dans laquelle nous vivons, et nous sommes tous confrontés, de voir un peu les effets sur le moyen terme. Donc probablement, voilà, peut-être autour de la rentrée puis en fin d'année, et de voir, de reprendre un peu nos indicateurs et de voir si certaines tendances se maintiennent, se renforcent ou s'inversent. Donc c'est un rendez-vous qui ne va pas s'arrêter suite à la 4e vague, mais que l'on va poursuivre, parce qu'on considère qu'encore une fois, ce baromètre est utile au pilotage de vos actions, de vos campagnes, qu'elles soient tournées vers vos donateurs ou plus largement sur le grand public. Merci Gaëlle. Alors, on a une question de Lucie qui nous demande ne pensez-vous pas que cette générosité exceptionnelle, compte tenu du contexte, cannibalise les dons de fin d'année? Alors, elle peut, en tout cas. C'est vrai que c'est un point d'attention, un de nos points d'attention. Malika pourra peut-être là aussi répondre à cette question. Évidemment qu'il y a un risque, mais je pense aussi que les générosités ne s'annulent pas et ne s'opposent pas. Et qu'il y a potentiellement aussi, par vos communications et par cette proximité que vous avez avec vos donateurs, qu'ils soient fidèles ou un peu plus éloignés et que vous réactivez régulièrement, il y a là matière à, je dirais, vous appuyer aussi sur ces élans de générosité qui se sont concrétisés. Et justement, par vos communications et par vos argumentaires aussi, votre façon de présenter et de renforcer aussi le contenu de vos messages, que de justement capitaliser sur ces élans de générosité. Peut-être Malika, si tu veux… Moi, comme ça, je pourrais lui répondre que je ne pense pas, mais la seule petite inquiétude que j'ai, c'est plutôt le sentiment des Français par rapport à la situation économique. D'ailleurs, on va sortir notre baromètre, nous, en septembre, sur le ressenti des Français par rapport à la pauvreté. Et je pense que ça peut impacter les donateurs, pas de les impacter en termes pécuniers, parce que, évidemment, d'inquiétude. Et si on continue un peu comme on est en train de penser que le 2e semestre, économiquement, ça sera compliqué, très difficile, il peut y avoir une espèce de retrait à ce niveau-là. C'est ma seule petite inquiétude, ça dépend de la manière dont les gens vont percevoir cette situation dite économique et sociale. Et l'importance pour nous, en fait, de poursuivre ce travail via notre baromètre pour justement peut-être étudier au plus près ces tendances à la fin de l'année, notamment. Merci beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Très bien. Donc tout était clair. Si vous n'avez pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier, vous donner rendez-vous mi-juin pour la restitution globale de notre baromètre, en tout cas cette première séquence. Merci à vous. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez besoin que l'on creuse certains points, que l'on adapte aussi un petit peu tout ce qu'on s'est dit et tout ce que nous avons identifié comme nouvelles tendances. Voilà, on vous accompagne aussi dans le post-urgence. Oui. Merci Malika, encore une fois pour ce témoignage. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci. Merci.